Imaginez une vieille radio des années 50, un silence qui s'installe, et soudain, une voix qui parle depuis un autre monde. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a consacré sa vie à écouter l'invisible, Marcello Bacci. C'est une figure emblématique de la transcommunication instrumentale. Il prétendait dialoguer avec les morts à travers sa radio, et c'était plutôt convaincant. Alors je vous retrace un petit peu le personnage. Marcello Bacci, il est né à Grosseto en Italie en 1927. Il était professeur de musique, passionné de phénomènes paranormaux, et il commence ses expériences dans les années 50, inspiré par Fredrik Johansson. Ça, on en reviendra, c'est assez important dans une autre vidéo, je vous en reparlerai, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de thèses sur les communications. C'est un peu le pionnier de la transcommunication. C'est un petit peu lui qui a lancé cette pratique, on va dire, dans les années 50. Et donc Marcello Bacci ne demandait jamais d'argent, il faisait des séances gratuites, le plus souvent chez lui, et c'était vraiment destiné à apaiser les familles endeuillées. Alors je vous mets des petits extraits donc du coup de sa manière de faire, des communications qu'il a pu avoir. On ne trouve pas énormément d'extraits. À l'époque, il ne filmait pas forcément, c'était un peu plus compliqué que maintenant de sortir un téléphone ou autre. Donc il y a quand même très peu d'extraits, et tout ce que j'ai trouvé, donc on est sur les extraits en italien. D'ailleurs, petite parenthèse, pour faire un sous-titrage, c'est une galère. Vous saurez transformer en SRT, le remettre sur la vidéo pour la fusionner, c'est une grosse galère. Donc dès 1949, Bacci s'intéresse aux voix de l'au-delà à l'aide d'un simple magnétophone. Au début, il démarre avec un magnétophone à bande, et quelques années plus tard, il adopte donc un récepteur radio à lampe Nordmend. Alors à l'époque, c'était ces vieilles TSF qu'on peut trouver avec des amplis à tube mono pour ceux qui sont un peu connaisseurs. C'est ces vieilles radios qu'on trouve un petit peu partout dans les brocantes. Et donc apparemment, cette technique, cette manière de faire, ces styles de radio à tube, eh bien, c'était tout simplement les entités qui lui auraient recommandé d'utiliser cette manière de faire. Alors il fonde le centre psychophonique de Grosseto, où pendant plus de 30 ans, il enregistre des milliers de messages. Je vais essayer de remettre la main sur le plus de messages possible pour vous alimenter un petit peu dans cette vidéo tout ce qu'il a pu avoir. On va discuter aussi de la radio, un petit côté technique aussi, parce que moi, vous savez, j'adore tout ce qui est hi-fi vintage et autres, et automatiquement on va discuter du modèle et de comment il le réglait. Alors pourquoi je vous ai choisi ce sujet ? C'est parce que vous allez voir, les voix sont extrêmement claires. On est habitué à avoir des recherches de fréquences avec des petits morceaux de voix qu'on arrive à entendre dans ce qu'on appelle les spirit box. Là, on est clairement sur des discussions de personnes qui parlent sur des fréquences radio sur de très longues minutes. Les voix sont très reconnaissables et c'est plutôt impressionnant. Et à peu près lui dit, à peu près un tiers des séances, il facilite de véritables dialogues directs entre vivants et défunts. Il y avait une ambiance qui se tamisait dans la pièce, quelque chose qui ressortait. C'était pas juste une voix qui sortait de la radio dans une salle. Apparemment, les gens disaient qu'il y avait vraiment une ambiance qui s'installait. Il y avait un bruit blanc d'un seul coup qui arrivait sur la radio. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Et cette personne, lui, se disait être l'antenne qui était sur la radio. Et c'est lui qui faisait contact pour pouvoir avoir ces messages. Donc on n'est pas vraiment juste sur une radio qui décryptait comme maintenant nos radios de chasseurs de fantômes. On était vraiment sur une connexion, il était en connexion avec les contacts. Les voix affirmaient, après la mort, la vie continue, mais sous une forme plus sublime que celle que vous connaissez. Les expériences ne fonctionnaient que lorsque Bacci était présent, donc la radio, comme je vous le disais, c'était pas une radio hantée ou une radio qui avait été truquée ou modifiée. Et il semblait être l'élément un peu médiatique, le canal quoi. Il était le canal, il faisait plus qu'un avec sa radio, et je pense que c'est la collectivité de l'appareil et la personne qui faisait
que ces contacts arrivaient. Donc la radio était réglée sur un point sans émission, c'est-à-dire qu'ils recherchaient des fréquences où il n'y avait pas de radio. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas la FM, il y avait à peine la AM. On était beaucoup sur du PO, GO. Dans les années 50, il y avait quand même très très peu en fait, de voix hertziennes pour les radios, quoi. Et donc au bout d'un moment, on avait un bruit blanc qui venait, le bruit de la radio qui venait à changer. Et c'était remplacé par... Alors, eux appelaient ça un tourbillon sonore. Je vais vous mettre un extrait d'une personne qui avait été interviewée, qui lui explique au final ce qu'il exprime par tourbillon sonore. C'était comme un effet, peut-être, on pourrait coller ça pour les guitaristes, par exemple, à un phaser, un son qui tournait comme ça dans la radio et qui diminuait jusqu'à ce que la voix arrive. Donc je vais vous lire ce qui a été écrit par une personne qui a été dans une de ces séances dans les années-là. Il nous dicte, dans une petite pièce remplie de silence, Bacci allumait sa vieille radio à lampe, il tournait les boutons jusqu'à ce qu'une fréquence blanche s'installe. De tête, je crois que j'ai vu qu'il était sur les fréquences entre 7000 et 9000 Hz. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en radio ou en son, il était un petit peu sur ce canal. Les participants entendaient des voix familières, parfois claires, parfois étouffées. Certaines répondaient à des questions très précises et d'autres parlaient spontanément avec une douceur presque humaine. Beaucoup de familles repartaient bouleversées mais apaisées, donc convaincus d'avoir communiqué avec leurs proches. Donc on a des chercheurs et des témoins notables, Annabella Cordoso, David Fontana, des personnes qui étaient des scientifiques qui ont fait des tests sur la radio, sur les soirées pour essayer de démystifier s'il n'y avait pas des trucages ou autres. Et ils ont tous confirmé la singularité du phénomène. On a l'ingénieur Carlo Trajna qui a validé la légitimité technique de la méthode, affirmant que les voix semblaient provenir directement du haut-parleur, même lorsque la radio était hors tension. Alors après, attention avec ça, ils ont fait des tests comme quoi c'était bien la sortie des haut-parleurs, donc c'était pas un magnétophone qui était caché dans la radio. Le coup de les voix continuaient alors que la radio était hors tension, on parle d'ampli à tube. Je dois en avoir un peut-être alors. Ce genre de radio-là. Et donc, on est sur des radios qui utilisent pas mal de condensateurs, puisque ça marche à haute tension. Hein. Je vais vous refaire après un petit point là-dessus sur tout ce qui était électronique. Ça n'a rien à voir avec les amplis transistors qu'on a maintenant. Et c'est vrai que les amplis à tube ont quand même cette particularité d'avoir des condensateurs qui se chargent. Et quand on débranche la prise, il reste encore du courant. Donc du coup, un ampli à tube peut, selon la puissance, rester encore allumé à peu près 20 à 30 secondes, même une fois éteint. J'ai lu que ça restait jusqu'à plus d'une minute, donc à voir. Donc du coup, il y a pas mal d'ingénieurs qui ont cherché à savoir s'il n'y avait pas des controverses, s'il n'y avait pas des trucages, ne comprenant pas du tout, surtout dans les années-là, comment ça c'était possible. Et beaucoup ont trouvé aucun dispositif caché, en tout cas dans la radio. Il a fait des communications avec la radio complètement ouvertes à l'arrière, comme vous l'avez vu sur la mienne par exemple. On voit vraiment tous les tubes. Et d'autres parlaient donc d'interférence radio. Interférence radio, oui, mais par contre, il est vrai que on a quand même des voix qui sont un peu glauques, faut le dire, et qui répondent aux questions. Je pense qu'ils ont dû quand même tester cette histoire de... Vous savez, on parle aussi de talkie-walkie ou autre chose qui est... il faut pas oublier, on pouvait écouter la radio, donc on pouvait aussi émettre. Donc il y a des personnes qui ont quand même été dire que ça pouvait être une personne qui émettait sur une radio pour répondre aux gens. Mais ça fait quand même une technicité à l'époque qui peut être un peu compliquée, mais ça reste quand même
dans un doute. Je peux pas compter. Non dimenticare tuo figlio. Spironi spettato e Bacci a eu souvent cette réponse de dire qu'il ne fait que prêter sa radio. Alors, je vais essayer de vous décrypter un petit peu cette phrase parce que moi, elle m'a un peu attiré. Cette phrase, elle symbolise l'humilité totale de Bacci. Il se présentait ni comme un prophète, ni comme un médium. Il était un intermédiaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'était pas juste là pour allumer la radio, il faisait corps avec la radio. Donc on est sur quelqu'un qui a déjà une énorme ouverture sur la mort et les contacts défunts. Donc du coup, on peut en déduire, il prêtait son appareil et peut-être aussi son énergie. Un petit peu comme quand on fait une table de Ouija, c'est son énergie qu'on prête à la personne pour pouvoir venir parler avec nous. Pour lui, la radio n'était qu'un pont entre deux mondes, un outil où la foi, l'attente et le silence devenaient des catalyseurs de sens. Ça commençait pas tout de suite. C'est vrai que dans toutes les séances qu'il a pu faire, il allumait la radio et il se passait une bonne dizaine de minutes avant qu'une voix ne rentre en fait et remplisse la pièce. Mais il avait aussi une manière subtile de dire « Je ne fais rien de magique, c'est vous qui entendez ce que vous êtes prêt à entendre ». Il était un peu philosophe, Bacci. Moi, j'ai cherché un petit peu aussi l'hypothèse de l'autosuggestion collective. Alors ça peut être important parce qu'on peut voir beaucoup de vidéos où ils sont à peu près une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine dans la pièce. Et il ne faut pas oublier que ce sont que des personnes qui sont endeuillées. Et le fait d'entendre une voix parce qu'on vient chercher un contact, il est possible aussi que des personnes aient tous entendu ou se soient mis d'accord par la suite en disant oui, effectivement, c'était bien la voix de telle ou telle personne. N'oublions pas que le cerveau est un peu complexe, il n'aime pas tout ce qui est un peu éphémère. Et si vous entendez une voix, sur le coup, vous n'allez pas être d'accord avec ce que vous entendez ou votre intuition. Et après, dans vos souvenirs vont retransformer. Hein, c'est naturel, hein, c'est quelque chose qui se fait très souvent. C'est que si vous avez un souvenir qui ne correspond pas à la réalité, vous allez vous persuader que vous avez bien entendu ça et le souvenir va même pouvoir parfois se transformer dans votre tête. Ça reste quand même quelque chose d'assez fort. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos et moi, ça me paraît quand même assez légitime. Donc, on en revient à cette phrase et quand plusieurs personnes vivent le même moment, leurs émotions se synchronisent. L'expérience devient alors collective, vibrante, presque mystique. On voit ça aussi parfois dans les... Ça, je pourrais pas le dire, ça va être banal. Alors, quoi qu'il en soit, même ceux qui connaissaient cette hypothèse, hein, qui pouvaient se douter qu'il y avait un canular ou non, ils ressortaient bouleversés et apaisés parce que les voix reviennent de l'au-delà ou de l'intérieur et ça les réconforte, puisque parfois, ça arrive souvent qu'ils reconnaissaient clairement la voix de leur fils, de leur petit-fils, de leur oncle et autres. Alors pendant des décennies, Bacci a tenu ses séances dans la même pièce, avec les mêmes appareils. Des milliers de témoins ont entendu ses voix, toujours dans une atmosphère de calme et de bienveillance. Il n'a donc jamais monétisé ses expériences, mais même après sa mort en 2019, certains affirment encore capter des signaux étranges sur ses anciennes fréquences. C'est intéressant, puisque dans une des prochaines vidéos, on reparlera d'essayer de faire des tests avec ce même genre de radio. Donc moi je vous ai trouvé des photos donc, de l'appareil. Donc l'appareil c'est un Nordman Fidelio 58. Alors c'est des radios qu'on peut trouver dans les années là. Voici le modèle exact. Ça c'est pour la façade. Donc ils ont fait des tests et ils ont ouvert, vous voyez, tout l'intérieur. Alors toutes les ficelles que vous voyez, c'est les ficelles qui servaient pour les boutons. Ah, c'est complètement analogique à l'époque, c'était tout mécanique quoi. Et vous avez donc les petites ficelles qui servaient à faire tourner juste la petite antenne qui était derrière là. Après vous avez un système de petits amplis mono à tube
En général, vous avez des lampes de préampli pour la qualité et des lampes de puissance qui servent en fait pour amplifier le son. Je vous ai trouvé aussi donc du coup le schéma complet. Alors ça c'est pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Ça c'est le schéma complet et vous pouvez voir donc l'antenne que je vous parlais qui se trouve ici. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a donc des scientifiques qui ont voulu voir si on retirait des tubes dans l'ampli, dans la radio, voir si ça continuait toujours à fonctionner. Et donc ici on retrouve par exemple sur ce plan, sur ce schéma, on a une ECC 85. Elle sert pour la réception des fréquences. Et on a donc les petits tubes qui sont là. Et la EL84, ça doit être pour la lampe de puissance. Donc c'est cette lampe qui amplifie le son pour l'envoyer dans les haut-parleurs. Ils ont retiré ces deux tubes. Donc la lampe d'amplification, il n'y aurait pas dû avoir de son. Et en plus de ça, ils ont retiré aussi un tube pour la réception de l'antenne. Et les voix auraient continué à fonctionner. Je n'ai pas trouvé la vidéo qui montre ce test, mais je vais quand même, vu qu'on va revenir sur Batchy dans une deuxième vidéo par la suite, je vais quand même rester sur une recherche assez poussée de ces phénomènes, parce que ça reste quand même plutôt intéressant. Donc on peut voir le châssis, hein, une fois qu'on enlève toute cette carcasse en bois. Moi c'est un châssis d'ampli à lampe commun. Et on peut voir donc le fonctionnement de cette radio, qui est plutôt simple au final. Hein. Vous avez le haut-parleur qui est en façade. Ici, vous avez encore deux haut-parleurs à gauche et à droite. Donc, à l'époque, ils aimaient bien faire ce genre de choses. Ils étaient vachement précurseurs dans le son. Ils essayaient vraiment d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Nous, on est toujours avec des haut-parleurs, vous voyez, tac, en stéréo. Mais à l'époque, c'était beaucoup du mono. Donc, il n'y avait pas le son gauche et droit. C'était monocanal. Et là, on avait une diffusion avec des petits haut-parleurs sur les côtés et tout provenait de l'ampli. C'était pour avoir une belle diffusion dans la pièce, ce qui peut expliquer aussi pourquoi les voix étaient super clean. Hop, je vous mets quelques photos. Alors, il branchait toujours une antenne externe. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce qu'on a donc une vidéo où on le voit démarrer une séance et il est tout le temps en train d'appuyer sur le bouton M, donc son pré-réglage. On peut le voir là sur la photo de façade. Il avait toujours le petit M d'allumé. Alors, je n'ai pas encore réussi à trouver vraiment le canal sur lequel il était, mais 7000 à 9000 Hz, on devait être sur un équivalent, je pense, mais je ne suis pas sûr, d'un PO, quelque chose comme ça. C'était le canal de l'époque, quoi. Les boutons au-dessus, là, tout ça, c'était des pré-réglages de son. Vous savez, comme un égalisateur pour avoir un petit peu plus de basse, plus d'aigu. Donc il était toujours sur le même réglage, en fait, dans toutes ses vidéos. Il avait toujours deux boutons allumés. Et donc on a le bouton de gauche pour affiner la fréquence. Et le bouton de droite, c'était le volume. On remarquera aussi que pendant ces séances, il ne reste pas fixe et il attend. Il est toujours en train de bouger un petit peu la fréquence, un petit peu vers la gauche, un peu vers la droite, donc c'est toujours un peu en mouvement. On entend des voix un petit peu désincarnées de temps en temps, et je pense que c'est le fait qu'il change de fréquence, mais il change quand même de manière assez forte. Donc on voit que les voix s'accrochent vraiment aux fréquences, et ça pour moi c'est le plus intéressant, quoi. Évidemment, et vous vous doutez bien, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver ce modèle, moi personnellement pour le trouver, l'acheter d'occasion et faire des tests parce que mais vraiment ça m'intrigue de dingue. J'en ai trouvé une ou deux, mais alors soit c'est en très bon état et ça vaut une fortune, soit c'est pour pièces et à réparer c'est l'enfer. Et d'ailleurs si vous comptez acheter ce genre de choses, faites très attention. Si vous achetez ça dans des brocantes ou autres, avant de brancher ce genre d'appareil, qui en général a une prise sans terre, vous n'avez pas de terre à l'époque, les condensateurs, il y a beaucoup de filtres à l'intérieur, c'est en carton, c'est pas en plastique chimique comme maintenant, et donc ça prend très vite feu. Je vous rappelle que les amplis à tubes marchent avec vraiment des hautes tensions, donc on ne retire pas les tubes pendant que ça tourne. Je peux vous dire que je m'en suis pris des châtaignes.
en jouant avec ce genre de choses, parce que j'en ai eu énormément. Et donc faites bien attention de ne pas vous dire je l'achète, je la branche et je teste. Ça peut être des appareils qui sont assez dangereux si vous rajoutez pas une terre, une masse, quelque chose. Voilà, il faut vraiment sécuriser. On n'oublie pas que c'est des appareils qui ont plus de 70 ans et qui n'étaient pas vraiment aux normes de maintenant. J'espère que ce sujet vous a vraiment plu. Moi, il me fascine. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais vu ce reportage et je ne l'arrivais plus à le retrouver. Je me souvenais plus du prénom de la personne. Et au final, on se retrouvera pour une autre vidéo où je ferai un test avec une de mes TSF, une de mes vieilles radios, en essayant de partir sur une connexion, une demande. Je trouve ça terriblement intéressant puisque c'est vraiment efficace. Là, on n'est pas sur quelques petits bouts de mots ou autres, vous voyez bien, c'est vraiment incroyable. Et moi, ça me fascine, donc je vais essayer de travailler un peu là-dessus. Je pense pas que le style ou le modèle exact de la radio soit très important, mais si j'arrive à en trouver une, quand même, je me ferai un plaisir de tester. Mais si vous écoutez bien, quand même, je vérifie mon truc parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de piles. Si vous écoutez quand même bien les sons qui en sortent, on est quand même sur des voix complètement désincarnées. Alors, on peut aussi rajouter des effets à l'époque sur les voix pour les modifier. Moi, ça me fait penser à une voix, vous savez, qu'on aurait mis sur une cassette. Alors, à l'époque, c'était des bandes. Et qu'on aurait accéléré ou ralenti à la main. Ça peut faire penser à ça. Néanmoins, ça reste quand même un mystère. Lui, s'en cachait pas. Il disait, voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Il n'hésitait pas à faire venir des scientifiques. Moi, je pense pas qu'il y avait de bluff du tout. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette affaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.